Avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le livre de Johanna Silva, L'amour et la révolution, pour ceux qui viennent pour la première fois, je vous explique un peu dans quel lieu vous êtes tombés, parce que c'est toujours un peu étonnant évidemment. C'est un lieu associatif qui existe depuis 10 ans maintenant et une sorte de café associatif. Donc l'après-midi, c'est plutôt un lieu social, donc c'est pour ça que tout à l'heure il y avait conversation anglaise, mais il peut y avoir du soutien scolaire, il peut y avoir du yoga, il peut y avoir de l'habilitation, des choses très différentes, ouvertes à tous. Et le soir, en particulier le week-end, on propose donc des conférences, des présentations de livres, des expositions et un festival de poésie qui a lieu chaque été dans les rues de La Ciotat. Voilà, j'ai tout dit. Donc maintenant, on va parler du livre de Johanna Silva, donc L'amour et la révolution, qui a un joli titre quand même. C'est un peu grandiloquent, mais c'est... Ben, écoute, c'est peut-être tout ce qu'on aime finalement, tout ce qu'on n'arrive pas toujours à toucher, ouais, de près ou de loin. Mais c'est intéressant. Alors en fait, c'est un livre donc, qui renvoie à un parcours, à ton parcours, qui est un parcours donc personnel, intime, sentimental, mais qui rejoint aussi toute une aventure collective extrêmement intéressante, qui est l'aventure de Fakir, l'aventure de Merci Patron, de Nuit debout, jusqu'à l'Assemblée nationale. Gros programme. Voilà, gros programme dans lequel tu es rentrée en tant qu'assistante parlementaire. Donc une histoire politique, enfin une aventure politique qui rejoint en effet une aventure plus personnelle, mais cette aventure personnelle, puisque tout est politique, est aussi une affaire politique, puisque c'est aussi ta situation ou la situation des femmes, ou de manière générale, de femmes qui sont souvent assignées à un rôle d'accompagnatrice ou un rôle qui les cantonne à prodiguer des soins, à être dans l'attention, dans l'intendance, comme il est dit. Donc c'est assez intéressant justement à suivre les deux parcours parce que je pense que tous, en tout cas dans l'Assemblée, on a évidemment suivi Fakir, on a suivi Merci Patron, on l'a vu avec, en éprouvant beaucoup de jubilation en voyant ce film. Et puis Nuit debout, évidemment, parce que même à La Ciotat. À La Ciotat aussi. Oui, oui. C'était où Non, c'était à côté de l'Éden, à côté du cinéma l'Éden. Okay. Je me souviens qu'il faisait très froid la nuit, peut-être moins qu'à Paris, mais il y avait beaucoup de vent. Et donc c'est vrai que c'est une aventure qui nous parle, hein, jusqu'à évidemment les élections, et puis la venue de Macron au pouvoir. Mais alors justement, je me demandais dans ton milieu et dans le milieu politique comment le roman, enfin je parle de roman, c'est pas un roman. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce que c'est. On en reparlera peut-être. Comment le livre a été perçu, il a été reçu? Dans mon milieu politique? Entre autres, oui. Alors mon milieu politique aujourd'hui c'est un peu flou. Chez mes copains il a été très bien reçu. Ouais. Ils l'ont beaucoup aimé. Après j'ai l'impression que si on estime que moi je m'identifie encore, je me sens encore appartenir à quelque chose, une sorte de nébuleuse autour de la France insoumise. Ouais. Et j'ai eu très très peu de retours en fait. Enfin, il y a très très peu de gens. Je suis pas sûre qu'il ait été reçu tout court en fait. Enfin, ah oui. Ouais. Je pense que comme ça parle de François Ruffin, je sais pas. Il y a quelque chose d'un peu verrouillé. Je sens quelque chose d'un peu verrouillé. Parce que moi, je me disais que c'était justement un livre qui aurait pu faire débat, qui aurait pu remettre les choses sur la table. Et la question justement... Ça ne vous pas vaincu trop tôt parce que peut-être que les choses vont se dérouler. Là, je suis invitée par les Français pour dire où c'est que ça touche pour l'instant. C'est les FI, la France Insoumise, les Français de l'étranger qui m'invitent à faire un Twitch. Voilà, tu connais Twitch? Non, je ne connais pas les Twitch. Vous connaissez Twitch? Ouais. Ah bon? Donc c'est... alors moi, je ne connais pas très bien non plus. Je suis larguée aussi en tout ça. Mais c'est un truc où c'est une vidéo et puis les gens regardent la vidéo en direct. Ah d'accord. Et donc on va faire un arpentage comme ça en direct. Mais c'est la seule invitation que j'ai eue pour l'instant de la France, enfin d'un milieu comme la France Insoumise. Et puis après, non, j'ai pas eu beaucoup de retours, y compris dans, les anciens camarades qui sont devenus les copains. Ouais. Non, les gens.
quand j'ai des retours, ils sont très positifs. Après, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu de François, pas vraiment. Enfin, il m'a dit que le livre était beau, mais j'ai pas eu de retour politique. Et j'en ai pas eu de Mélenchon, à qui je l'avais envoyé aussi. Et voilà, je suis pas sûre que ce soit un sujet qu'ils aient... Bon, évidemment, l'actualité est chargée, hein, je comprends aussi, mais je suis pas sûre que ce soit un sujet qu'ils aient envie d'aborder particulièrement. Pourtant, ça semble être quand même au centre des débats actuels, avec justement la vague MeToo qui continue, qui s'amplifie, qui commence à rebondir dans de nombreux milieux. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de MeToo avec des atteintes aussi graves que ce qu'on peut entendre dans les médias, mais il y a quand même la question aussi des assistantes parlementaires, parce que ce ne sont que des assistantes dont tu parles, par exemple. Il y a beaucoup, que des femmes. C'est souvent comme ça dans les cabinets autour d'un député, c'est qu'il y a un directeur de cabinet qui s'occupe de la politique, d'écrire qui est payé 3 000 balles par mois, et une chef de cabinet qui s'occupe des mails et de l'agenda et qui est payée 1 500 balles par mois. Souvent. C'est un peu caricatural, évidemment. 1 500. C'est pas toujours comme... Évidemment, là, c'est un peu caricatural et c'est peut-être pire à droite, mais c'est quand même quelque chose qu'on a retrouvé... Enfin, nous, on était tous payés pareil quand même, mais c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal. Et oui, moi, je pense que c'est un sujet qui est important, mais quand on voit comment ils ont traité l'affaire Quatennens et comment les Verts, par exemple, en ce moment... Je sais pas si vous suivez l'affaire Bayou. On voit que, par exemple, ils ont créé une cellule des violences sexistes et sexuelles qui a rien fait, en fait, enfin, qui a fait aucun boulot. Je pense qu'il y a encore beaucoup de verrouillage. J'ai l'impression que les hommes en politique ont du mal à s'intéresser à ces sujets, à les faire leur, comme les hommes dans le cinéma, comme les hommes dans d'autres endroits, quoi. De toute façon, c'est un système tellement bien ancré dans l'inconscient et dans les habitudes que c'est difficile à remettre en question. Mais justement, ça aurait été tes amis là, de Fakir, je pensais à Vincent, Sylvain, je suppose que tu continues à avoir des relations avec eux. Est-ce que justement, ils avaient déjà un regard concernant le peu de représentation féminine dans leur milieu, dans le militantisme, en ce moment, de nos jours Vincent, il est parti de l'équipe de François. Donc, c'est Vincent et Sylvain, c'est ceux que j'appelle les garçons dans le livre, qui sont mes collègues et mes amis. Et Vincent, il a lui aussi fait une sorte de burn-out militant. Il est parti, il est même parti d'Amiens. Il avait peur de sortir dans la rue et de croiser des militants et de devoir rediscuter de politique. Donc, il est devenu CPE. Ah bon. Mais il s'intéresse toujours à la politique. Et Sylvain, il travaille toujours pour François. D'accord. Aujourd'hui. Et Sylvain, c'est lui qui a eu un bébé. Il en a même eu 3. Parce qu'il en a eu 1 puis 2 d'un coup. Et je pense que... je sais que Sylvain, il a eu beaucoup de mal à lire le livre, par exemple. Il l'a lu au moment de sa sortie, alors qu'il l'avait depuis des mois. Et voilà, je pense que François... parce que aussi François... tout le monde a avancé ces derniers temps sur la question du sexisme et des VSS. Je pense depuis MeToo, on a tous été traversés par des questionnements, etc. Donc Sylvain et Vincent y compris, et je pense que François aussi, mais il y a encore du boulot, ouais. Et alors, quand c'est une femme qui a un rôle de responsabilité, elle a quoi? Une assistante parlementaire, elle aussi? Ou un assistant parlementaire? Après, on en a... Qui lui apporte le café, qui fait les il y a photocopies. aussi des assistants, il y en a aussi quelques-uns. Après, il y a... Enfin, je veux dire, être femme ne suffit pas à avoir un comportement exemplaire dans ce milieu, parce que la violence du milieu attaque tout le monde. Et moi-même, je pense que j'ai été violente. Moi-même, même si j'essayais de prendre soin, etc., déjà, j'étais violente envers moi-même parce que j'ai pas pris soin de moi. Et je pense qu'à des moments, dans la fatigue, dans l'exaspération, dans l'urgence, j'ai moi-même pas forcément été toujours la personne que j'ai envie d'être avec les gens qui m'entouraient. Et en fait, le milieu et l'ambiance qui règne dans le milieu politique change. C'est très difficile de rester quelqu'un
tranquille et de sympathie, enfin de doux. Et ça, c'est y compris les femmes, en fait, même si c'est pas aussi marqué que les hommes et que de toute façon, le fait est que, il me semble qu'il y a 2/3 de députés aujourd'hui, de députés hommes, je veux dire, et que ce chiffre est stable depuis au moins deux mandatures. Et même, je pense même qu'il s'est un peu empiré entre la dernière mandature et l'actuelle. D'accord, donc la loi n'y a rien fait, quoi, de toute façon. Non, parce que de toute façon, la parité. Ouais. Alors justement, tu parlais de violence. Alors, ce n'était pas une question que je voulais poser tout de suite, mais tu évoques à la fin du livre le monstre. Le monstre que j'ai compris être la politique politicienne à laquelle tu as dû être confrontée. Alors, est-ce que tu l'as vécu véritablement comme un désenchantement que ça apparaît, il me semble que ça apparaît un peu comme ça dans le livre quand même. La fin peut-être pas la fin des illusions. Oui, je ne suis pas sûre que j'étais enchantée avant sur la politique politicienne, mais c'était pire que ce que je pensais. Enfin, en tout cas, le vivre de l'intérieur. Donc, je le vis notamment à un moment où, avec François et l'équipe de Les Anciens Nuits Debout, on organise une manifestation qu'on appelle la Fête à Macron, qui a eu lieu le 5 mai 2018. Et je suis un peu aux manettes de ce truc-là, à essayer de mettre tout le monde d'accord et donc de gérer les bisbilles entre la France Insoumise et le PC, les vexations des uns et des autres et des responsables de la France Insoumise qui, d'un coup, cessent de me répondre, qui me ghostent. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Mais en gros, c'est quand on arrête de répondre aux messages sans prévenir pourquoi, sans aucune explication. Ce que parfois, ce qui est connu, les mecs font ça aux nanas régulièrement. Il y a des filles qui font ça aussi. Il y a des filles qui font ça aussi. Mais du coup, bref, ça pour moi, c'est un moment où j'étais très impliquée et de façon assez pure. Enfin, pure, je sais pas, mais en tout cas assez innocente, assez... entière en tout cas. Entière et pas avec des calculs. Et on m'a renvoyé qu'en fait, on faisait tout ça parce que François voulait se présenter aux élections présidentielles. Bon... Maintenant, peut-être, mais en 2018, donc il y a quand même 6 ans, c'était pas spécialement son but ni le mien. Et ça a été un moment de grande violence. Et surtout, c'est beaucoup de perte de temps et d'énergie parce que quand le PC et le FI se marchent dessus pour mettre quel camion ira devant à la manif du 1er mai, on se dit, mais on est où, quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on en a à foutre du camion qui est devant? Surtout que la FI avait un gros bus, alors, c'est ça? Au 5 mai, en plus, la FI avait pas... nous, on avait un 19 tonnes tout pourri qu'on avait loué. Ah oui, mais eux, c'était les États-Unis, en fait. On aurait dit une campagne présidentielle américaine. D'accord. Et c'est vrai que c'était étonnant pour une manif qu'on appelait la manif pot-au-feu. Ouais. Je sais pas, il y a des choix comme ça à la France Insoumise qui sont... Bon, la France Insoumise est plein de gens merveilleux et qui sont très, très sincères dans leurs engagements. Et après, il y a... et peut-être qu'ils sont eux aussi sincères dans leurs engagements, mais il y a des politiciens qui pensent comme des politiciens. Et puis, il y a Enfin, malgré l'affection que j'ai pour Mélenchon, il y a ce... Bon, là, on part un peu dans la politique politicienne aussi, mais c'est vraiment construit autour d'un homme et dans un mouvement pour les élections présidentielles, quoi. Et c'est à débattre parce que ça a été utile et en même temps, ça... Tu parles aussi du rôle des journalistes qui contribuent justement à cette espèce d'image et de médiatisation. C'est vrai, complètement. Comme un combat, en fait, comme un duel qui finit par perdre un peu son sens. Oui, et en fait, j'ai l'impression que pour résister à l'ambiance générale qui est aussi beaucoup portée par les journalistes, il faudrait une sorte de séance hebdomadaire de discussion sincère entre les gens et j'ai pas l'impression que ça soit... Il n'y a pas trop le temps. Il n'y a pas le temps, c'est une urgence permanente. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est juste l'enfer. Mais alors justement, à la fin du livre, l'impression que j'ai eue, c'était que la vraie politique, que la vraie réussite, la vraie action, elle se passait dans
des sortes de mouvements un peu en marge justement des institutions, en tout cas de l'Assemblée, et des élections, comme donc, le journal Fakir, comme bon, le film et tout ce qui a pu se passer, se greffer autour des projections. Et puis surtout des événements comme Nuit debout, qui était quand même assez extraordinaire. Enfin, mais je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de suite. Pourtant, ça paraissait bien parti. Bon, parce que c'est compliqué. Hein, certes. Mais on a vraiment l'impression que l'enthousiasme est plus grand et que là, il y a une possibilité d'agir qu'on n'arrive pas à saisir. Et c'est peut-être ça, là, le désenchantement. C'est peut-être là où ça se situe, en tout cas. C'est le sentiment que j'ai eu. Bah oui, parce que c'est vrai que mes années Fakir m'ont vraiment beaucoup plus plu que mon année à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que, mais malgré tout, l'issue de toute cette période un peu de liesse collective, de projets collectifs, etc., ça a été justement une sorte d'entonnoir vers l'élection d'un homme à un poste élu. Et ça m'a semblé être un manque d'imagination quelque part, parce que... Et là, c'est pas pour... Enfin, c'était là la révolution, elle n'a pas été faite. Ouais, non, c'est clair. Et c'est pas pour critiquer François outre mesure, mais l'étape d'après, une fois qu'on est député, bah, c'est quoi? C'est président, quoi. Ouais. Et en même temps, le pauvre, il n'a pas tout le destin de la France sur les épaules. Donc, je pense qu'il faut qu'on trouve des idées ensemble. Mais c'est vrai que ce qu'on fait, enfin voilà, faire vivre un lieu comme ça, il y a plein de choses qui sont politiques et qui ne sont pas... Le Saint Graal n'est pas forcément l'élection, mais... il y a une tension, enfin c'est un truc que moi j'ai envie de discuter. C'est une tension parce qu'après, par ailleurs, il faut prendre le pouvoir aussi. Voilà, la question qui se pose, et notamment dans ce que tu évoques avec François, c'est comment arriver à faire en sorte que les abstentionnistes, justement, ne restent pas abstentionnistes, participent à la vie politique. Et donc c'est vrai que là, c'est compliqué, quoi. On a l'impression d'une espèce de creux entre la fête, le quotidien, tout ce qui est militantisme et tout ce que vous avez fait justement pour le moment de la campagne des élections, et le résultat qui n'arrive pas, qui en plus ne correspond pas aux enjeux. Enfin, moi j'ai retenu un passage que j'ai trouvé intéressant sur les enjeux, parce que j'ai l'impression qu'on en est tous là, même à la Ciotat, de savoir quelle représentation on peut avoir. Il faut que je retrouve la page. Voilà, c'est là. Les macronistes sont 314, nous 17 ou 33 en comptant le groupe communiste. Les amendements qu'écrit Mathilde, qui en plus d'être en effet futés et juristes, n'ont aucune chance de passer, pas plus que les milliers déposés par les autres députés du groupe. Quant à faire adopter des lois, l'idée relève presque de la science-fiction. Ouais. Alors ça, c'est la 5e République. Hein. Honnêtement, il y a vraiment un truc pété dans ce régime. Parce que, bon, c'est un peu moins vrai depuis 2 ans, enfin depuis la dernière mandature, parce que les forces se sont un peu reconfigurées. Je pense que c'est une des premières fois où le parti présidentiel n'a pas une majorité absolue, à part dans des trucs de cohabitation. Mais vraiment, nous, à notre époque, l'Assemblée nationale... Enfin, je repensais à mes cours d'éducation civique qui disaient l'Assemblée nationale fait les lois, mais pas du tout. C'était vraiment juste un endroit de publicisation et de guéguerre, quoi. Mais je pense que la revendication de la 6e République, elle est extrêmement d'actualité. Enfin, c'est vraiment... La 5e République, la personnalisation du pouvoir au sein des mains d'un seul homme je veux dire, Macron, est-ce qu'il n'est pas en train de devenir taré en ce moment? Enfin, non mais franchement, et en même temps, qui ne deviendrait pas taré en étant à cette place? Et pourquoi, en tant que peuple, on donne autant de pouvoir à un seul homme? C'est complètement lunaire. Et parfois, on a envie d'être guidé. Moi-même, j'avais envie d'être guidée par quelqu'un. J'avais envie que quelqu'un me montre le chemin. Et c'est rassurant d'avoir une sorte de leader charismatique qui nous explique ce qu'il faut faire. Mais en fait, on n'est pas des enfants, quoi. La 5e République, je trouve, fait du peuple français un peuple d'enfants. Et avec une sorte de père tout-puissant qui est censé prendre toutes les décisions toute seule.
tout seul, c'est hallucinant en fait comme régime. Et je crois qu'il n'y en a pas, dans les démocraties européennes ou quoi, c'est jamais aussi marqué. Donc je pense qu'il est temps d'en changer. Après, pour en changer, il faut prendre le pouvoir. Donc on tourne un peu en rond, je suis d'accord. Ouais. Certes. Ben, c'est pour ça qu'on avait l'impression, il me semblait que c'était aussi la thématique qui avait été abordée au moment de Nuit debout. Hein. C'était aussi ça. Hein, oui, on réécrivait la Constitution. Ouais. Alors maintenant, Nuit debout, ça fait combien d'années? Ça fait 6 ans? Ça fait 8 ans. 8 ans déjà. C'était en ce moment, il y a 8 ans. Ouais, c'était en mars. Après, il y a eu cette... la période du Covid, je trouve, parce qu'il y a... Moi, les années que je décris, c'est... Donc, j'arrivais à Fakir en 2013 et ça court jusqu'en 2018. Et pour moi, c'est... donc, les Gilets jaunes, l'année des Gilets jaunes. Oui, il y a eu ça aussi, ouais. Et pour moi, ça a été vraiment quand j'étais au collège, au lycée, les mouvements sociaux, c'était tous les 3-4 ans, 5 ans. Il y avait les retraites et puis je sais pas quoi. Là, c'était tous les ans, quoi. Ça s'arrêtait pas. J'ai quand même l'impression qu'on a été un peu cassés dans notre élan au moment du Covid et qu'on a tous du mal aussi, chacun, de s'y remettre de la même manière que... On s'y était quand même bien mis l'année dernière avec les retraites. L'année dernière, ça a été un moment assez chouette. Ouais. Ouais, on y a cru en plus. Hein. Après, moi, j'ai ma grande théorie sur la politique, sur la gauche qui peut arriver au pouvoir, c'est... En fait, la gauche c'est toujours des moments de fulgurance. Si on regarde dans le passé, combien de fois la gauche est arrivée au pouvoir, à chaque fois, on s'y attend pas forcément. Ensuite, la gauche arrive au pouvoir, elle fait une politique de gauche pendant 1 an. Et après, après elle fait une politique après, elle se fait rattraper. Il y a un livre de Serge Alimi qui s'appelle « Quand la gauche essayait » qui est intéressant sur la question. Pourquoi à chaque fois la gauche se fait rattraper arrête d'appliquer une politique de gauche, mais n'empêche que les 6 mois, 1 an de fulgurance où la gauche applique sa politique de gauche, c'est des années, ça marque sur des années. C'est les congés payés, c'est les 30... Tu remontes à... bien sûr, mais oui, bien sûr, il faut... Mais disons, c'est juste pour dire que moi, je reste optimiste parce qu'il peut y avoir un basculement... sur un malentendu un jour. Non, mais je veux dire, de toute façon, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire que de continuer à militer? Mais voilà, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on... si on fait de la politique pour se démoraliser, c'est pas le but. Déjà, moi, ce que j'ai aimé aussi là-dedans, c'est que finalement, c'était pas grave d'échouer. Des fois, on n'a pas échoué, mais c'était pas grave d'échouer parce que il y a des belles réussites. Mais de toute façon, le processus est chouette. Si on arrive à faire en sorte que le processus soit chouette, on regrette pas quoi qu'il se passe à la fin, le militant de gauche ou la militante de gauche est habitué à la défaite et il faut justement rendre la lutte. Mais alors Oui, mais si la lutte est joyeuse. Absolument. Si la lutte est joyeuse, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Franchement, on a perdu. Hein? Si la lutte est joyeuse, on oublie l'échec à la fin. Et quelque part, on a gagné quelque chose dans tous les cas. Ce qui est décrit, pardon. C'est vrai qu'il y a un référent marquant qui reprend cet esprit. C'est Henri Lefebvre à propos de la Commune de Paris. Ouais. Il arrive à dire la Commune de Paris, c'est une fête. Ouais. Parce que malgré le martyre de la Commune, c'est Lénine après qui reprend les leçons de la Commune. Du coup, c'est cette défaite qui ensuite débouche sur des leçons pour la révolution russe. Complètement. Et ça a duré combien de temps la Commune? Ça a duré quelques mois, 3 mois, il me semble. Si ça, c'est pas une fulgurance. 3 mois. Et on en parle, ça porte encore un grand l'imaginaire de la Commune nous porte encore aujourd'hui. Si je peux renvoyer aussi quelque chose à propos de votre intention, dans Révolution, il y a volontarisme, il y a un énorme volontarisme. Si on fait la comparaison avec le statut de salarié, on est dans un forfait, on lutte pour faire respecter ce forfait.
liées à la subordination à un patron. Dans le milieu politique, la base pour essayer de transformer la société, ça repose sur un franchissement, un volontarisme qui du coup perturbe forcément les lignes interindividuelles et d'autant plus les femmes sans doute. Je veux dire, c'est une perturbation profonde. Être militant, où sont les bornes? Puisqu'on veut transformer les choses. Donc on part déjà de bases qui sont complexes, non? Oui, complètement. Mais être militant, enfin, je veux dire, ça n'empêche pas de se poser la question de justement être militant, normalement c'est le travail d'une vie. Enfin, c'est bien de tenir le coup pendant longtemps. Et quand on se crame, enfin, je pense que collectivement, en tant que, je ne sais pas si tout le monde est militantiste, enfin, en tout cas, quand on essaie de s'organiser collectivement, souvent en dehors du cadre du travail, c'est bien. Je pense que c'est important de se poser les questions des limites et de la santé mentale des gens qui œuvrent pour aussi tenir dans la durée, parce que j'en connais plein, moi, des gens qui se sont cramés parce qu'ils étaient dans leur vingtaine et qui réfléchissaient, enfin voilà, et qui ont complètement arrêté de militer parce que c'est trop dur. Et moi-même, j'ai du mal aujourd'hui à militer parce que je me sens très très vite dépassée. Alors dans le livre, il y a eu des années de ma vie où je gérais un nombre de trucs phénoménaux. Et aujourd'hui, je peux pas, gérer un 20e ou un 15e de ce que je gérais à l'époque, ça me stresse. Et je vois bien qu'il y a une forme de trauma. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu'on est responsable, qu'il faut interroger quoi dans nos pratiques. Après, je sais pas si, dans nos désirs d'aller vite, dans nos désirs d'urgence, il y a quelque chose qui va pas. Ce qui s'ajoute, me semble-t-il, dans votre cas, c'est le statut de cadre, en fait, de cadre politique. C'est-à-dire on ne met pas de nom là-dessus, mais il me semble que dans un historique de militantisme, dans le cadre de partis politiques organisés, ça prend un nom, c'est faire partie d'un encadrement politique. Et moi, je me pose la question aussi sur la question de la disparition des partis. Ouais. Parce que c'est une façon aussi d'organiser une socialisation avec des bornes, des limites. Ouais. C'est peut-être aussi très encadrant et limitant, mais en même temps, ça peut protéger, parce que quand on fonctionne à la base, il y a des règles d'association qui sont plus évidentes, qui forment un cadre de vie, quoi. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Enfin, j'interroge un peu dans le livre aussi parce que avec François et les copains, on faisait beaucoup de choses ad hoc où on partait pas d'une organisation préexistante, on partait d'une AG à la Bourse du Travail où on disait allez, suivez-moi au bar, on va discuter orga. Et en fait, ça aussi, c'était épuisant parce qu'à chaque projet, on devait reconstruire une organisation, redistribuer les rôles, resavoir qui va amener la sono et qui va prendre le camion et nanana. Et du coup, c'était ça aussi, je pense que c'était fatigant. Et ça, c'est parce que on voulait aller vite et que du coup, on n'avait pas le temps de discuter avec les autres. Et je pense que dans cette urgence permanente qu'il peut y avoir dans le militantisme, en tout cas dans ces années-là, il y a quelque chose qui empêche Enfin, en tout cas, pour moi, dans la structure, il y a quelque chose de lent, mais ça permet d'engranger des ressources, des locaux, des savoirs, des expériences. Et je pense que c'est quand même là le fait que les jeunes s'organisent sur les réseaux sociaux. Enfin, à mon époque, par événement Facebook, maintenant, je ne sais pas, parce que ça y est, je ne suis plus dans la catégorie jeune. Mais ça m'inquiète et je pense que... Enfin, j'ai un copain qui a écrit un livre qui s'appelle Sur les patrons de gauche.
Et il défend beaucoup le syndicat, le fait de rejoindre des syndicats, le fait de s'organiser en syndicat. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant aujourd'hui de réinvestir ces espaces-là qui sont organisés, qui sont certes... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait des réunions de la CGT, mais ça peut être très long et un peu chiant. Mais en même temps, c'est quelque chose qui... Voilà, il y a un moment, on peut pas aller... en fait, on peut pas l'éviter bien toujours, quoi. C'est une structure, parce que si tu Voilà. commences de rien à chaque fois, C'est épuisant. Mais se pose aussi là qui apporte la sono, qui vient à la prochaine AG, qui fait le compte rendu. De toute façon, même quand il y a un encadrement. Il y a marqué sono, compte rendu. Oui, et puis ils ont la sono, elle est dans le placard. Et ils ont les clés du camion. Nous, il fallait qu'on trouve une sono. Alors, sauf elle a acheté à Darty, mais si on l'a acheté à Darty, après, il fallait savoir où c'est qu'on allait la déposer parce qu'on n'avait pas de local. C'était. Oui, c'est fatigant. Mais du coup, si on prend un peu parce qu'on citait toujours le même paradoxe de la vie politique française, c'est-à-dire on discute tous la Ve République et on est obligé de passer, de prendre le pouvoir, de construire la même dynamique du grand chef et de son oligarchie autour de lui. Et donc on passe par là. Donc c'est ça le sujet de la vie politique française du coup. Mais il y a aussi le fait que l'esprit français ou que cette République française est quand même très très hiérarchisée, parce qu'on ne trouve pas du tout la même chose dans d'autres pays démocratiques européens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus horizontal. On a reçu, justement, Dany était là, on avait reçu Nicolas Framont il y a 1 an ou 2 ans maintenant, je ne sais plus, 1 an peut-être, et qui avait été aussi assistant parlementaire. On était au même moment. D'accord. Et il disait, mais ça rend fou les heures de la République. Enfin, je veux dire, n'importe qui se retrouve là-dedans, même le mieux intentionné, tu l'as dit aussi, toi, et finit par avoir une grosse tête ou ne plus savoir, pas perdre pied par rapport à la réalité. Donc il y a peut-être ça aussi qui est propre à notre vieille République, et soi-disant notre République modèle pour les autres pays européens. Ah bon? Je sais pas. Il y a des gens qui disent ça? Mais non, mais c'était la Révolution française, on était les premiers, voilà ce que je voulais dire. La Révolution. On essaye de sortir de cet esprit qui est tu là. Et je trouve que quand même la LFI est intéressante dans sa forme de mobilisation. Je ne dis pas sur les questions démocratiques, ça c'est en question, c'est sûr, mais dans la remobilisation d'une grande partie de la jeunesse et de certaines couches populaires, ça c'est vraiment, et du coup, sur des formes d'organisation qui sont un peu, comment dire, flottantes, un nuage flottant, les réseaux, et ça manque d'ancrage, mais néanmoins, il y a une volonté justement de prendre la politique en main. Mais à la base, du coup. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Même si il y a en haut de la pyramide notre meilleur ami Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même une nuée comme ça de mobilisation à l'intérieur d'associations, de jeunesse, d'étudiants, voilà. Non, mais c'est un mouvement qui peut être basiste aussi, la LFI. C'est un peu dans la forme que vous décrivez d'organisation, c'est une forme basiste, c'est-à-dire on a l'impression de recréer un peu tout à la base, quoi. Bon, en tout cas, moi, sur la France Insoumise, je pense que, et sur la stratégie vis-à-vis des élections présidentielles, déjà, je pense qu'il peut y avoir une sorte de division du travail politique, c'est-à-dire qu'on peut en discuter, écrire des livres là-dessus, regretter ça et réfléchir à d'autres formes d'organisation possibles. Et d'autres personnes peuvent décider
de faire de la réelle politique et de foncer tout droit vers les élections. Après, moi, ma question, c'est... Je pense que c'était important... Enfin, on peut pas retirer à Jean-Luc Mélenchon le fait qu'il ait remis une certaine gauche sur ses pieds, etc. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on enlève cette pièce-là du dispositif ? Parce qu'en fait, c'est lui la bête de scène. Et il est très bon, hein, je veux dire. Je pense que vous l'avez tous écouté. Et il est toujours bien meilleur que ses camarades, d'ailleurs. Enfin, c'est toujours un peu... Voilà, alors lui, on l'enlève, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et est-ce que tout l'édifice se casse la gueule ? Et c'est quand même une question, alors que j'ai pas l'impression qu'ils se posent aujourd'hui dans leur relation, par exemple, avec les autres forces de gauche. Et ça, je trouve ça dommage. Maintenant qu'il a remis sur pied la gauche critique, la gauche radicale, enfin, quelle que soit la manière dont on l'appelle, et que, ok, on a écrasé le PS, et tant mieux, mais... Pas complètement. Pas complètement. Ils sont forts, hein, ils reviennent toujours par... Non, mais c'est vrai que honnêtement, moi, dans le livre, je me pose pas en théoricienne ou en stratège de la vie politique française, mais moi, c'est presque un élan humain qui dit, en fait, on peut pas continuer à se taper dessus et à coup de tweets interposés. Enfin, il y a un moment, il faut leur enlever Twitter à ces gens-là parce que ils font des choses très bien et puis après, ils tweetent une connerie et ils se tapent dessus. C'est quand même particulier, quoi. Enfin... Mélenchon, c'est un super tribun. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a redonné à la gauche un peu de force et tout ça, mais il y a une question de pouvoir qui est insupportable. Et les autres de la France insoumise, il y en a qui sont excellents et qu'on ne voit pas, qui sont complètement étouffés parce que lui prend toute la place. Donc, effectivement, s'il n'était pas là, peut-être que d'autres prendraient aussi un peu d'importance et on verrait et Ruffin et Autain et d'autres qui pourraient enfin... Mais c'est ce qui est raconté dans le livre à la fin, justement, avec le fait qu'on ait peur que ce soit François Ruffin qui fasse de l'ombre à Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'on comprend là de la fameuse... La manifestation faite à Macron, en fait, il y a des tweets ou je sais pas, des choses qui passent et on se demande si en effet Ruffin ne veut pas devenir président et lancer sa campagne et c'est mal vécu. Oui, c'est ça. Enfin, non, complètement. Ah bah oui, au moment de la fête à Macron, c'est aussi épinglé par les médias, voilà, comme tu disais tout à l'heure. Mais oui. Cette idée qu'il ne faut surtout pas prendre la place de Mélenchon. Oui, et puis là, c'est vrai qu'il y a une sorte de verrouillage du système Mélenchon où il a une armée, en fait, une armée de soldats qui lui sont très fidèles. Il y a eu toute cette génération de gens qui sont arrivés... très jeunes à l'Assemblée nationale, ils avaient 25 ans quand ils sont devenus attachés parlementaires à la présidente mandature, et là ils sont devenus députés, il y en a quelques-uns comme ça, et donc ils doivent tout à Mélenchon quelque part. Et donc on retrouve ces mécaniques-là un peu, moi qui me stressent un peu, et j'ai vraiment peur de la suite, quoi. Mais moi j'ai ce côté très naïf où... J'aimerais juste que Mélenchon et Ruffin ils soient copains en fait et qu'ils se parlent. Non mais c'est vrai qu'ils se parlent seulement à minima quoi, pas qu'ils se mettent d'accord pour tout le monde, mais que là j'ai l'impression c'est des hommes qui sont pas capables de ça. C'est des hommes qui ont... terminé, je veux dire, Ruffin il a remis sur le couvert sur la notion de social-démocratie. Alors que... Oui, mais s'ils y vont tous les deux, ça va être un carnage. Non, mais c'est vrai. À un moment, s'il n'y en a pas un qui se désiste vis-à-vis de l'autre, ça va être un carnage. Ça va être l'enfer pour nous tous ici dans cette pièce. Enfin... Oui, mais pas seulement tous. Moi, je me dis qu'il y a plein de gens qui meurent en fait dans les hôpitaux, au travail. C'est terrible, quoi.
quoi. Moi, ça me rend tellement triste de savoir qu'il y a tellement de gens qui souffrent. Alors nous, on est plutôt ok, mais pour nous, peut-être ça va pas changer tant que ça, mais voilà, c'est ça qui est rempli de tristesse, et même à un niveau plus local, c'est la même chose, quoi. C'est terrible. Ben ouais, mais en fait, c'est vrai que quand on est à l'Assemblée nationale, enfin, c'est pas qu'on... On peut oublier tout ça aussi, ou alors s'auto-convaincre que pour aider ces gens-là, c'est le billard qui devient à 5 bandes, quoi. Enfin, pour avancer, il faut d'abord dégommer le gars d'à côté, et puis l'autre gars d'à côté, et puis peut-être qu'on arrivera à la tête de la gauche, mais après, il y a tous les autres gars qu'il faut dégommer aussi, donc le chemin est long. Non, oui, je sais. Moi, j'ai une forme de naïveté que je veux défendre parce que, en fait, ce billard à 5 bandes, il m'emmerde. Les guéguerres où ils se parlent pas, les gars, ça m'emmerde. Que ce soit des mecs qui n'ont pas d'amis, qui portent des valeurs. Enfin, encore une fois, il y a ces deux personnes qui ont beaucoup de qualités politiques et que je trouve très intéressantes, mais je pense qu'ils peuvent faire des progrès dans leur humanité et dans leur intelligence émotionnelle et dans la manière de se traiter les uns et les autres, et que ça fera du bien à tout le monde et qu'on n'a pas que ça à faire d'attendre qu'ils réfléchissent un peu et qu'ils arrêtent de se taper dessus. Et ceci étant dit, je sais qu'ils font des... Enfin, en tout cas, je pense qu'ils font des efforts aussi. Et que, François, je sais qu'il tape... Malgré tous les reproches que je peux lui faire, il tape pas sur ses camarades, en tout cas pas en public, et c'est déjà quelque chose de chouette. Mais il faut aussi penser à le faire en privé et pas seulement à pas taper sur eux, mais à maintenir le lien le plus possible, malgré la violence généralisée de la politique. Et voilà, c'est la forme de naïveté que j'ai et que je défends. Et c'est peut-être utopique et c'est peut-être con, enfin c'est peut-être trop naïf, mais en fait je m'en fous parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui défende ça en fait. Voilà. Mais là, qu'est-ce que tu fais là? Tu es encore je fais rien moi. Non. Alors c'est bien. Non, oui, si, je fais des trucs. Tu continues à écrire, j'espère. Pas en ce moment parce que alors, l'écriture c'est un délire, il faut être très discipliné et en ce moment, c'est pas... quand on se balade un peu à droite à gauche et que c'est pas exactement facile d'être discipliné. Et puis en plus, en ce moment, je cherche à construire les conditions matérielles de ma vie parce que j'ai passé 2 ans aux minima sociaux à faire à manger tous les soirs pour le lendemain de midi, pour pas payer le resto ou je sais pas quoi, à faire très attention à mes dépenses. Et en fait, voilà, pour écrire ce livre, c'était OK, mais pour la suite, il faut que je gagne au moins 1500 balles par mois, ça serait bien. Donc voilà, il faut construire ça. Et donc là, je cherche du travail, si les gens ont des copains. Plutôt à Paris ou à Marseille, à la limite. Mais, et non, je continue un peu... je retourne à la fanfare invisible, qui est une fanfare de lutte, qui était que je raconte aussi dans le livre, parce que c'était un endroit intéressant, parce que c'était très... Le partage des tâches... Alors, je pense que comme on ne parlait pas beaucoup de politique, vu qu'on jouait de la musique, ça marchait mieux, quelque part. Il y avait une sorte de fluidification. Mais même quand on organisait des événements, il y avait vraiment un partage des tâches logistiques très égalitaire. Et ça, c'était quelque chose d'assez formidable. Et en contrepoint avec ce qui se passait à Fakir, où les tâches logistiques... François parle de cette séparation entre l'intendance et la noble pensée, moi étant l'intendance et lui la noble pensée. C'est quand même relativement désagréable. C'est lui qui l'écrit. J'ai pas eu à le dire moi-même. Et en fait, moi, cette séparation-là, que j'avais du mal à penser à l'époque, aujourd'hui, je la trouve détestable. À ce point-là, je ne dis pas qu'une division des tâches ne soit pas utile dans le travail militant, dans le travail en général. D'ailleurs, c'est ce qui fait société aussi. Mais je trouve que dans le travail militant, en tout cas, les tâches logistiques doivent être partagées parce que sinon, elles sont trop lourdes à porter. Parce que derrière le travail logistique, il y a le travail relationnel, il y a le soin.
il y a le travail humain de se tenir ensemble et de faire en sorte que quand on bosse ensemble, ça se passe bien entre tout le monde, que personne ne se sente mal, etc. Et ça, si on le fait tout seul, c'est impossible. Et c'est plus dur que si on le fait... Enfin, seul, ça devient plus grand que si on le divise en petits morceaux. Et voilà, je trouve ça important... Enfin bref, du coup, je fais un gros tour. Du coup, je suis retournée à la fanfare et c'est très chouette. Et après, j'essaye aussi de mener des batailles féministes. Mais comme je disais tout à l'heure, je me rends compte... Là, j'ai rejoint une campagne européenne sur l'IVG qui, d'ailleurs, je vous invite à aller signer la consultation européenne sur l'IVG donc pour aider les femmes qui n'ont pas accès à l'IVG dans leur pays ou difficilement de pouvoir aller dans d'autres pays et de rembourser. Enfin voilà, je vous laisse regarder sur mavoix-monchoix.org. Et en fait, j'ai commencé à faire des choses avec les copines et en fait, ça me stresse très très vite. Donc je pense que j'ai encore du travail à faire parce que le livre est aussi un peu une psychothérapie et j'en ai fait une aussi en parallèle et je pense qu'il y a encore du travail à faire et c'est là où c'est dommage que la question du soin soit pas posée et pas été posée plus tôt dans ma vie parce que en fait je pense que je suis une militante enthousiaste et parfois assez efficace et aujourd'hui j'en suis pas capable en fait. Enfin, et la fanfare dont tu parles, c'était la fanfare de filles parce qu'il y avait aussi une fanfare. Non, c'était pas celle-là. Non, c'est une fanfare non partisane, non étiquetée. Parce que tu disais aussi que justement dans ce travail, enfin dans ce groupe de filles, il y avait une parole qui était plus facile. Oui, c'est qu'après la fanfare, j'ai. Oui, après la fanfare. Plus intéressante, mais en tout cas plus enrichissante pour toi. En tout cas, on a monté un groupe de musique où on était 7 filles. Et c'est vrai que donc on répétait toutes les semaines. Et en fait, avant la répète, on prenait l'apéro, on discutait. Et évidemment, on s'est mis à discuter d'amour, de machin, de tout ce qui se passait dans nos vies. Et c'est vrai que je raconte dans le livre que c'est un peu comme ça que j'ai expérimenté mes premiers groupes de parole non mixtes. Et donc, je ne sais pas si les personnes présentes ici ont déjà expérimenté ça, mais c'est quelque chose de... Alors moi, je n'ai pas besoin de non-mixité permanente dans ma vie, mais d'expérimenter ces moments-là, ça permet quand même de se rendre compte de ce qui se passe quand il n'y a pas d'hommes. Et il y a d'autres formes de domination qu'on peut expérimenter aussi. Et moi, je suis venue au féminisme... à cette nouvelle vague féministe qui est un féminisme aussi de l'intime et des émotions et de cette manière-là. Et ça a été très fort pour moi et c'est aussi ça qui m'a aidée à partir, je pense. Et c'est quelque chose qui me porte encore beaucoup aujourd'hui, ces questions-là. Et c'est quelque part quelque chose où j'ai envie d'embarquer les hommes parce que je trouve ça dommage que les femmes fassent... en gros, il m'a semblé, donc, dans tout ce parcours-là et de revisiter tout ce parcours-là, j'ai revu les mécanismes de domination. Il m'a semblé que dans la domination, dans toute domination, et d'autant plus quand elle n'est pas interrogée et quand on ne fait pas l'effort pour la réduire le plus possible, autant que faire se peut, il y a une violence énorme et que la personne dominée est grignotée petit à petit et que cette violence-là, pour moi, c'est le but de la politique de la combattre et donc à commencer en soi, à commencer autour de soi, à élargir le plus possible et du coup, moi, c'est là où la révolution féministe actuelle, pour moi, c'est encore plus large que les femmes et les hommes, c'est toutes les personnes dominées. Comment elles peuvent réfléchir à comment reprendre de la puissance, parce que moi je parle aussi beaucoup de domination intériorisée dans le livre où c'est pas seulement quelqu'un qui me domine, mais moi aussi qui me laisse dominer quelque part. Et j'essaye d'interroger aussi mes responsabilités dans cette histoire. Ce sont des modèles intégrés, quoi. Oui, voilà. Et je pense que c'est un travail qu'on peut faire aujourd'hui, tous et toutes. Il faut se lever de nouveau. Il faut se lever déjà. C'est un témoignage par rapport à Ouais. ça. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Amy Winehouse.
sur Arte. Ah, il dure 52 minutes. Je l'ai pas vu, mais... C'est super. Ok. Alors, vous allez voir, ceux qui vont le voir. Il y a un mixeur, en fait, des personnes qui l'ont fréquenté énormément et qui ont mixé, produit, fait des tas de trucs. C'est que des hommes. Et alors, c'est un modèle du genre. C'est que pas une fois, un des deux va dire, mais elle est géniale, elle a une voix inouïe. Non, ils sont toujours en train de dire que c'est grâce à eux. Alors, ils montrent comment ils vont mixer le truc et que justement, parce qu'il a fait telle intervention, c'est devenu un tube. Mais c'est insensé. Alors qu'en fait, quand on connaît la voix de cette femme, elle est exceptionnelle. Et pas une fois, ils les reconnaissent. Ils sont toujours en train de dire que c'est grâce à eux. Et ça, moi, j'ai trouvé ça pendant 52 minutes. J'ai voulu aller jusqu'au bout. Et bien, jusqu'au bout, ils défendent ce point de vue. C'est ahurissant. Alors qu'on est face à quelqu'un d'exceptionnel. Ils ne reconnaissent jamais. Voilà. Donc, ça veut tout dire pour tout le reste. Bah, c'est là où... Moi, je suis assez frustrée sur la... Donc là, on parle de domination homme-femme et on pourrait parler d'autres formes de domination, mais je suis assez frustrée sur le silence des hommes, que ce soit sur... enfin, là, ça se voit, ça s'est vu très fort sur Godrèche et ces questions-là, mais vraiment, Alors, je sais qu'il y en a un tas qui sont terrorisés à l'idée de dire une connerie, mais si tu as peur de dire une connerie, bah bosse, renseigne-toi. Je pense que Ruffin était terrorisé à l'idée de dire une connerie. Encore une fois, on parle de Ruffin parce que c'est mon bouquin, mais on s'en fout, Ruffin par Ruffin, mais il était terrorisé à l'idée de dire une connerie, bah il n'a rien dit en fait. Et moi, je trouve ça dommage. Non, mais je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression de laisser un espace... J'y vais en douceur quand même. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que moi, je ne voulais pas justement exercer de la violence et retourner la violence. Ce n'est pas mon but. Moi, je veux qu'on réinterroge les choses et, si possible, ensemble. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir laissé un espace qui est resté vide. Et ça m'attriste. Bon, on s'en fout, hein, mais... J'ai l'impression qu'il va falloir quand même qu'on s'y mette ensemble parce que sinon... C'est les prémices aussi. Hein, c'est les prémices, ouais. Ça va peut-être venir. Non, mais... Je suis impatiente. Mais c'est lent. Oui, c'est lent. C'est lent. Non, mais au niveau de LFI, on n'entend pas vraiment de transformation du cadre de pensée, hein, je veux dire. Et quand j'entends d'ailleurs la citation de Ruffin en disant on repique encore sur la noble pensée et l'intendance, je me dis merde, on part encore sur des sales bases, quoi. Ouais, carrément. Si on va par là, je veux dire. Voilà, ouais. Bah, j'espère ça dépasse même le problème de l'intimisme, quoi. Ça interroge même les bases de la réflexion démocratique, quoi. C'est tellement intégré que c'est difficile d'en prendre conscience. Après, que ce soit un modèle intériorisé mais qui commence par le théoriser. Ouais. Il en fait une blague, mais c'est un peu pareil. Hein. Ouais. Enfin, je pense qu'il le dit en blague, mais quelque part, ça il ne l'a pas dit une seule fois, donc je suppose qu'il a dû le répéter. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça aussi. Après ça, il l'a écrit il y a 6 ans, peut-être qu'il a évolué. On va l'inviter. Bah, il faut lui demander, ouais. Je vous y invite. Est-ce que le titre, c'est toi? Ouais. Le titre, moi, je l'avais tout de suite, même avant d'écrire le livre. Et je disais à mon coloc, moi, il y a 2 trucs dans ma vie, il y a 2 piliers, il n'y a que 2 trucs qui m'intéressent, c'est l'amour et la révolution. Et de fait, ouais, c'est... Bon, j'ai un petit rapport à l'intensité un peu compliqué que j'essaie de soigner en ce moment, mais non, et je sais que c'était des fantasmes et je le savais déjà, mais c'était des fantasmes et notamment la révolution que je mobilisais pour me donner du courage aussi. Enfin, je raconte que justement Nuit debout, quand on a commencé à organiser Nuit debout, j'ai fait un dossier dans le dossier partagé de Fakir qui s'appelait 2016-Révolution. Et je pense que j'ai toujours un peu regretté
Mon père, il est colombien, il a étudié, il a fait partie d'un programme d'aide aux étudiants au tiers-monde et il a eu une bourse pour étudier à Moscou pendant 5 ans. Et moi, toute mon enfance, il y a eu une sorte de machin où je me suis dit, putain, pardon. Nous, on est un peu, voilà, au moins, à l'époque, ils avaient leurs illusions et nous, on est nés à une époque où on n'a plus d'illusions, on n'a plus rien. Enfin, moi, j'ai grandi, quand j'étais au lycée, au collège et tout, il y avait pas beaucoup de politique et puis les gens il n'y avait pas d'espoir politique, d'espoir de changement, etc. Et moi, en fait, je remobilisais un peu, j'avais envie de remobiliser ces catégories-là pour me donner du courage parce que à la fin, je les appelle les étoiles dans les yeux. J'avais envie de pouvoir rêver. Et je pense que dans mon livre, il y a vraiment une tension entre le fantasme et la réalité. Et justement, la première scène, c'est ma rencontre avec François. Et je raconte que je suis super fan de lui et que quelque part il m'attire, mais pas de façon, même pas comme un homme et une femme, mais il m'attire parce que je voudrais être lui, parce que je voudrais accéder à sa puissance d'action et parce qu'en fait moi j'ai pas accès à la mienne. Et dans le fantasme que j'ai de cet homme, c'est la même chose que le fantasme de la révolution, c'est que je veux des choses extérieures à moi qui me donnent le courage d'agir. Et de fait, il le fait. Mais le jour où il disparaît, François, ça redescend. Et c'est seulement en écrivant le livre que j'ai regroupé mon propre courage pour moi agir. Bon, alors écrire un livre, je ne sais pas si c'est courageux ou pas, mais en tout cas, je l'ai fait. Et c'est mon nom sur la couverture. Je l'ai fait avec plein de copains et plein de copines. Enfin, il y a plein de gens qui m'ont aidé, mais à la fin, c'est moi. Et quelque part, pour revenir au titre, quelque part, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un 3e degré dans ce titre, dans l'amour et la révolution, c'était que ça, c'était ma révolution à moi, et que je pense que il y a ce truc intéressant de se dire, en fait, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des utopies et des rêves et même des gens qu'on admire, mais ça veut dire qu'on ne peut pas tout attendre d'eux, que ça sera compliqué de toute façon. Enfin, c'est compliqué de s'organiser, c'est compliqué, il n'y aura pas une solution magique pour tout. La révolution, c'est compliqué, l'amour, c'est compliqué. Et en fait, ça, c'était ma révolution à moi, de me remettre au centre et de me repenser comme une personne qui peut agir en son nom sur ses idées, mais dans l'amour, c'est-à-dire dans le lien avec les autres, parce que voilà, je ne suis pas un individu, je ne suis pas une île, on est un archipel, et je suis au centre de mon archipel, je fais une métaphore un peu longue, mais je suis un peu retombée sur mes pattes comme ça avec le titre, et du coup, ces 3 degrés m'ont semblé assez beaux. Tu dis dans le livre que tu es devenu sujet. Ouais, mais j'ai vraiment eu cette sensation-là, et c'est dur. D'ailleurs, au début de l'écriture, c'est marrant parce que pendant 3 mois, je me suis réveillée tous les matins à 5h du mat'. Genre, mon cerveau, il s'était remis dans un endroit où il n'avait jamais été. Il était un peu agité. Et c'est dur d'être le sujet de sa vie, je trouve. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ouais. C'est dur, mais c'est comme ça, en fait. Et c'est là où je dis aussi... à la fin, je voyais à quel point j'étais encore une enfant. J'étais restée bloquée dans l'enfance. Et j'ai vraiment eu cette sensation d'ouvrir les yeux et de me dire, en fait, on ne peut pas attendre d'un homme qui nous guide. Ouais, c'est ce que t'as et dit. c'est ce que j'ai fait. Et ça n'était pas juste pour François non plus. Ni d'une femme, d'ailleurs. Par contre, on peut agir ensemble. Il ne s'agit pas d'agir seul et de prendre toutes ces décisions seul. Mais tu dis, j'attendais comme on m'avait appris à le faire. Un garçon, une idéologie. Oui. On m'avait appris à le faire. Je pense que dans la culture, ne serait-ce que dans les séries ou les contes de fées, on a quand même appris que la nana, elle attendait bien sagement son prince charmant, qu'on vienne la sauver. Le problème, c'est que les contes de fées qu'on connaît comme ça, c'est pas le Disney, c'est pas les vrais contes de fées. Bah ouais, mais c'est ceux qui nous... Les vrais contes de fées, ils sont plutôt forts. Ouais, mais mais tu vois, mes parents détestaient Disney, me racontaient les vrais trucs gore où à la fin, la petite sirène, elle tue le gars, enfin des trucs complètement en effet. Et en même temps, j'étais nourrie partout ailleurs par le reste, et c'est ça qui rentre. C'est quand même beaucoup plus sympathique. Ouais. C'est tenté quand même. C'est vrai, c'est vrai.
dans la société. Ouais. Parce que sinon, il y a Barbe Bleue qui est pas mal. Ouais. Ouais, mais elle est sauvée. Elle est sauvée aussi par son frère. Par son frère. Ses deux frères. Et je pense qu'il y a un enjeu dans les récits qu'on transmet aujourd'hui à nos enfants, de changer ces catégories-là et de faire des femmes des sujets dès l'enfance. Bon, mais le boulot est en train de se faire. Hein. Moi, je reste optimiste sur cette question-là parce que ça va très vite, là, moi, je trouve. Enfin... Je voudrais même, par rapport à tout ce que tu dis, nous rappeler que Greta Thunberg, elle a démarré toute seule. Ben ouais, et à quel âge? Elle avait 13 ans. Elle a mobilisé les foules. Elle est extraordinaire quand même, c'est un modèle. Et c'est pour nos petits-enfants, enfin, moi je parle de pour mes petits-enfants, c'est un modèle. Ouais. Hein, parce qu'elle est exceptionnelle. Comment un individu tout seul peut bouger? Elle a ses discours et tout, elle a un cul, elle l'avait, parce que maintenant elle a pris un peu de recul, elle a passé la main, elle ne s'est pas tirée, elle a engendré une suite, les vendredis continue. Donc je la trouve exceptionnelle, cette jeune femme. Ben ouais, et il y en a. Enfin, il y a quand même de plus en plus de modèles féminins et. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'elle a vraiment pris. Elle a pris des positions, elle a agi. Elle était toute seule là, quand elle était devant je ne sais plus quel bâtiment à faire la grève. Enfin, c'est incroyable. C'est vrai. Je pense aussi, je suis optimiste. Je veux dire, non, mais on parle de Greta Thunberg, mais on retombe aussi sur ces images un peu idéalisantes. C'est nécessaire, mais je pense que c'est comme Jeanne d'Arc, ça n'a rien à voir. Non, mais je pense que ici, on a des images comme ça. Non, mais je pense que l'essentiel, c'est d'arriver à ce que chaque citoyen se prenne en charge. C'est ça. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Et je trouve que même les jeunes femmes des milieux populaires, finalement, dès l'instant où elles accrochent un boulot, elles trouvent une autonomie salariale, ça démarre par là. Hein. Ouais, ça peut être un... C'est ça qui fait aussi le mouvement historique du féminisme aussi. C'est le mouvement de salarisation, d'autonomie salariale. Ça peut être aussi une autre contrainte. Oui, c'est... Je crois qu'il y a la notion du groupe qui fait que ça porte aussi la personne. Et là, si on parle des femmes, elles ont ces femmes ouvrières qui se sont révoltées. Vous avez toute la vague avec elles. Oui, mais je pense aussi qu'il y a alors pour parler de modèle, il y a Greta Thunberg, mais il y a aussi toutes ces égéries de la pop culture américaine Bien aussi. sûr. C'est-à-dire qui font des mouvements d'affirmative action ensuite dans la mode, dans le comportement revendicatif d'une féminité, bon, on en pense qu'on peut, mais qui est là aussi. Hein. C'est une autre forme de politique. Ben, ça manque un peu de lutte des classes, quoi. Mais c'est clair, tout à fait. Mais je ne sais pas minimiser non plus. Non, je suis d'accord. C'est les femmes puissantes. Le capitalisme est dans ses propres contradictions. Ouais, tout à fait. Il est fort. On peut peut-être continuer autour d'un verre, si vous voulez bien. Comme ça. Et un petit Petit verre de vin? Ouais. Hein? De blanc d'eau.